Ici et ailleurs, l'ancien président de l'athlétisme mondial fait l'objet d'une accusation de corruption qui l'empêche aujourd'hui de quitter le territoire français. Le juge en charge du dossier a ordonné la perquisition de la fédération russe impliquée dans cette affaire. Correspondance en direct depuis Paris de Ibrahima Kamara ici au Sénégal. Le sujet est également sur toutes les lèvres. Nous en parlerons dans un petit moment. Campagne de commercialisation de l'arachide, les producteurs et l'État du Sénégal en total accord sur le prix du kilo fixé à 200 francs aujourd'hui. Le cadre de concertation des producteurs demande la mise à disposition des 11 milliards 500 pour les semences, entre autres requêtes. Les détails dans cette édition. Et puis le dossier du jour qui porte sur un chanteur du nom de Alef Naba. Il est burkinabé. Il est à Dakar pour les besoins de la promotion de son single intitulé « Et maintenant ». Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous nous rendons à Paris pour avoir beaucoup plus d'éléments sur l'affaire Lamine Diack. Ibrahima Kamara est en ligne. Ibrahima, bonsoir. On vient d'apprendre que le juge a ordonné finalement la perquisition de la fédération russe impliquée dans ce dossier. Ibrahima. C'est exact, Patrice Diaw. Une perquisition aurait été menée hier dans les locaux de la Fédération russe d'athlétisme sur ordre du juge du pôle financier du tribunal de Paris, Ronald Van Rimbeke, en charge de l'enquête. Pour le moment, la mise en examen suit son cours aussi contre le président Lamine Diack, son conseiller juridique à l'IAF, Habib Sissé, ainsi que l'ex-chef de la lutte antidopage à l'IAF, Gabriel Dolé. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux fils de Lamine Diack, Pape Massata et Khalil, seraient à la tête de ce vaste réseau des contentieux contre les enfants de l'ancien président de l'IAF et des athlètes dont le Turc Asli Alptekin, qui selon lui serait aussi victime de chantage avant d'écoper de 8 ans de suspension pour dopage. Selon l'enquête toujours, l'argent transiterait par Monaco, Moscou, Singapour avant d'atterrir dans une société de transfert d'argent nommée Black Tidings. L'enquête révèle aussi que cette société appartiendrait à un associé de Pape Massata, fils de Lamine Diack. Le dirigeant sénégalais Lamine Diack ne pouvait pas ignorer l'existence d'un tel réseau, poursuit les enquêteurs. Pour le moment, il n'y a aucun élément dans l'enquête qui souligne que Lamine Diack a perçu directement ou indirectement une quelconque somme. Parmi les sommes avancées par la presse française figure plus de 200 000 euros que la Fédération russe d'athlétisme aurait versé à des tiers. La presse française, qui en fait aussi son chou gras, parle du 7 blatter africain quelques semaines après le scandale qui avait secoué la FIFA. Pour le moment, Papis, on suit l'affaire de très près. La mise en examen suit son cours et nous reviendrons dans les prochains développements de cette affaire juridico-sportive. Ibrahima Kamara, merci Ibrahima Kamara à Paris qui suit pour nous cette affaire Lamine Diack sur laquelle nous restons. Ça enfle également ici à Dakar. Se prononce. Pour certains d'entre eux, il est difficile de recouper les informations par rapport à cette histoire de corruption. Pour d'autres, des journalistes ont déjà pris part dans cette affaire, ce qu'ils déplorent dans ce reportage signé Ibrahima Diouf. Avoir étouffé une étude sur le dopage dans l'athlétisme. Dans la presse internationale, cette affaire occupe une place de choix. Le Sénégalais Lamine Diack, ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, est accusé de corruption et de blanchissement d'argent. Dans son pays, au Sénégal, le traitement de cette information présente ses limites. D'abord, il y a les faits. Personne ne peut nier les faits qu'il a été mis en examen. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, même pas seulement le fait d'être journaliste, mais l'honnêteté intellectuelle de répercuter, de rapporter cette information. Qui a lu le rapport complet sur cette affaire-là? Qui a eu le document sur lequel le juge français qui a mis en examen Lamine Diack, le document sur lequel ce juge s'est fondé pour porter cette accusation contre lui? J'ai vu certains journalistes qui ont eu à prendre leur prime pour apporter tout leur soutien à M. Lamine Diack. Dans cette affaire de corruption reprochée à Lamine Diack dans sa gestion à l'IAF, la presse française est la première source, ce qui pose le problème du recoupement. Il faut aller dans le sens de pouvoir recouper l'information. C'est ça la grosse difficulté.
On sait qu'il y a beaucoup de dangers autour de cette affaire-là. Des témoignages souvent qu'on prend, on se base souvent sur la bonne foi des gens qui nous parlent, mais est-ce que réellement ce qu'ils disent, ces personnes, c'est vrai ou pas? Même aujourd'hui, être en France ne donne pas la garantie qu'on peut être au cœur de cette affaire-là, être dans les secrets des dieux. Des accusations lourdes de conséquences, quelle que soit l'issue de cette affaire. L'image de Lamine Diack risque d'en souffrir. Mais si cette affaire se confirme, c'est vrai, ce sera un sacré coup pour lui, pour l'image du symbole que certains lui accrochent. Que ce soit cette Blatter, que ce soit Platini, que ce soit Lamine Diack, leur image est quelque part écornée. Il est mis en examen, il n'est pas reconnu coupable. C'est ça, parce qu'on sait que beaucoup de gens ont été mis en examen, après ils sont relâchés. Il disait même qu'il va passer le reste de sa vie avec ses petits-enfants. Malheureusement, ce phénomène est venu s'y greffer et c'est donc une retraite tumultueuse qui va donc l'affecter. Parce que ce problème va l'affecter toute sa vie. Après Platini et Sepp Blatter, cette fois c'est un ancien dirigeant de l'IAF qui est cité dans une affaire de corruption. En attendant de voir plus clair dans cette affaire, cette épreuve risque d'être une véritable course de fond. Nous restons sur ce chapitre consacré à cette affaire Lamine Diack et c'est l'État du Sénégal par la voix de son ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye qui se prononce. Lamine Diack peut compter sur le soutien du Sénégal aujourd'hui et demain. Il l'a dit en marge d'une cérémonie de dédicace d'un livre. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Le président de la République en personne a suivi ce dossier depuis que M. Lamine Diack a été interpellé par la police de Nanterre. Le président a instruit l'ambassadeur parce que le président Lamine Diack a été gardé à vue pendant 48 heures. Et depuis son interpellation jusqu'à sa présentation devant le juge, le président a instruit l'ambassadeur Bassirou Sène, le consul général qui est à Paris, de suivre le dossier. Ils lui ont rendu une visite, ils l'ont entendu et ils lui ont prêté assistance. Ils continuent en tout cas à l'assister. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Donc c'est un dossier que nous suivons. Nous refermons ce chapitre consacré à cette affaire Lamine Diack que nous poursuivrons au fil du temps. Nous parlons d'autres sujets avec les producteurs d'arachide de Fatima en phase avec l'État pour cette campagne 2015. Les producteurs sont d'accord, acceptent justement la fixation du prix qui tourne autour de 200 francs. Le prix fixé à 200 francs, Sidiba demande par ailleurs le décaissement des 11,5 milliards destinés à l'achat de semences et des graines certifiées. Reportage Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy. Le gouvernement approuve les 11 mesures retenues par les acteurs de la filière agricole sur le prix du kilogramme de l'arachide. Certains producteurs s'accordent. Nous le jugeons bon parce que nos coût de production étant couvert, s'élevant à 192 francs. Aujourd'hui, avec cette marge de 8 francs, ça vaut mieux que zéro. Mais on pense y avoir plus. Mais à 200 francs, quand même, c'est raisonnable. Le démarrage de la campagne arachidière fixé au 16 novembre 2015, une grande première. Ce membre du cadre national de concertation des ruraux salue la dynamique. D'habitude, elles étaient ouvertes à la mi-décembre et quelquefois en fin décembre et début janvier de l'année suivante. Et à la mi-novembre, si la campagne est ouverte, ça va permettre aux producteurs, aux petits producteurs, de ne pas bazarder leur production, de ne pas les vendre en dessous du prix officiellement retenu par l'État et le signant. Et là, en soi, ça va être une très bonne chose. Ça va permettre aux petits producteurs de garder ce qu'ils ont par devers eux et le vendre au prix officiel indiqué. Le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, a annoncé un fonds de commercialisation estimé à 11,5 milliards. Les producteurs appellent à un décaissement à temps. L'année dernière, ils l'avaient fait, mais ils l'ont décaissé tardivement. Et je pense que cette année, l'État doit prendre les mesures idoines pour mettre les fonds à la disposition des institutions financières qui sont impliquées dans la campagne. Beaucoup de points qui rassurent pour le moment certains acteurs de la filière agricole. Leur seule inquiétude, la sécurisation des semences. Les bourses de sécurité familiale ne sont pas politisées. C'est une précision de Antassar Diako, la déléguée générale à la protection sociale et la solidarité nationale, soutient que ce programme ne tient pas en compte les partis politiques. Elle annonce par ailleurs le respect de la régularité des paiements. Fatou Bintou Conté à la caméra Mardien.
Le recensement et la distribution des bourses de sécurité familiale est basé sur de la politique. Seuls les militants de l'APR en bénéficient. Anta Sardiako réfute ces allégations. Le programme ne tient pas compte de partis politiques. Le programme tient compte tout simplement d'habitants, de Sénégalais, de citoyens, de concitoyens. Et ce que nous visons, les critères de ciblage, c'est la pauvreté. D'ailleurs, des innovations ont été apportées sur cette bourse de sécurité familiale où, à la date d'aujourd'hui, plus de 134 000 allocations ont été versées pour un montant de 3 milliards de nos francs. Une des innovations majeures est le respect de la régularité des paiements à date échue. Et c'est ainsi, le 15 du mois dernier, ainsi qu'au 15 du mois suivant de chaque trimestre, qu'il sera procédé au paiement des bourses afin d'éviter les retards et les cumuls. Le 15 octobre, cette opération a démarré sur l'ensemble du territoire national et la situation au matin de ce vendredi 6 novembre 2015, c'est-à-dire aujourd'hui, est de 134 763 allocations versées, dont les 43 900 concernent la nouvelle génération. Et ceci pour un montant global de 3 milliards 369 075 francs CFA. Donc un suivi quotidien des paiements est fait en collaboration avec les services compétents de la Poste. Et les autorités administratives apportent un soutien important par l'établissement d'attestations pour les nouveaux bénéficiaires en attendant la confection des cartes Yakar. La déléguée générale compte effectuer des tournées de sensibilisation pour les nouveaux bénéficiaires, mais aussi les accompagner par des activités génératrices de revenus. Nous allons aussi procéder à l'accompagnement des bénéficiaires par des activités génératrices de revenus en vue d'assurer leur résilience, qui sont en train d'être développées en collaboration avec des projets et programmes d'appui à l'agriculture, en particulier présents dans de nombreuses régions du pays. Le quatrième point va concerner le registre national unique, qui est une innovation majeure dans la politique de protection sociale. Avec ce nouveau recensement, près de 100 000 ménages vont bénéficier du nouveau programme de distribution. Et puis, les nouvelles technologies en plus pour nos bibliothèques, c'est l'avis des bibliothécaires qui estiment que ces ressources électroniques renforcent les collections dans ces dites bibliothèques qui également rencontrent à côté de cela énormément de difficultés, mais il existe encore des solutions. Alassane Ba, Diafraba. Les ressources électroniques, est-ce une contrainte aux bibliothèques? Ces bibliothécaires répondent par la négative et parlent plutôt davantage. La bibliothèque est l'une des institutions les plus vieilles de l'humanité, depuis la bibliothèque d'Alexandrie. Mais elle a su s'adapter. Vous allez aujourd'hui dans les bibliothèques modernes, vous ne trouvez pas que des livres, mais vous trouvez aussi des ressources documentaires. Les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment les revues scientifiques, ce n'est pas des livres physiques. On les trouve sur l'Internet, à partir de terminaux d'ordinateur. Vous verrez des outils audiovisuels dans les bibliothèques. Les supports de l'information donc, se sont diversifiés. Et les bibliothèques ont pu s'adapter en ne recourant pas simplement aux livres, mais en recourant aux autres supports d'information. Les ressources électroniques, en fait, par exemple, sont un plus pour la bibliothèque, mais pas un frein. Les ressources électroniques, c'est une documentation qui est sur support, soit en fait, par exemple, électronique, ou bien par exemple sur... En fait, il n'y a que le support en fait, par exemple, qui change. Manque de ressources, manque de bibliothèque nationale, entre autres, des mots qui touchent ce secteur, mais des solutions sont envisagées. Les universités sénégalaises, les universités publiques en tout cas, donc, vivent des tensions de trésorerie extrêmement difficiles. Heureusement que le COBES, en mutualisant les efforts des uns et des autres, entretient une solidarité entre les différentes universités pour partager les ressources. Mais la difficulté se situe surtout au niveau des réseaux de lecture publique. Au niveau de la lecture publique, les bibliothèques publiques n'existent pas pour l'essentiel dans ce pays. Et je vous prends un tout petit peu l'exemple de la bibliothèque universitaire de Dakar. 80% de nos usagers, je dis bien 80% en fait de nos usagers, sont des étudiants qui font entre la première et la troisième année. Ouais. Or, ces étudiants-là n'ont pas pour la plupart besoin en fait, de ressources électroniques ou autre chose. Ils ont besoin d'ouvrages, de manuels de base et des ouvrages en réalité qui sont au programme. Ok. Et
Et là, nous avons des difficultés malheureusement à renouveler nos collections. Un effort, je crois, est en train d'être fait par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour ces spécialistes, les bibliothèques continuent à résister aux nouvelles technologies. Des réflexions sont émises pour adapter nos bibliothèques et face aux difficultés, ils comptent y remédier pour permettre à toutes les couches sociales de bénéficier des ressources de nos bibliothèques. Alassane Ba, le consortium des bibliothèques de l'enseignement du Sénégal fête ses 10 ans. 45 bibliothèques et structures documentaires composent le COBES. Le thème choisi pour cette cérémonie, bibliothèque et accès démocratique au savoir, un choix qui inspire l'accès à l'information pour toutes les couches de la société. Malamine Diouf, président du COBES, est au micro de Alassane Ba. Notre consortium est né en 2005 et depuis lors nous avons travaillé à mutualiser nos ressources au niveau des bibliothèques d'enseignement supérieur et de recherche. Nous sommes aujourd'hui presque 45 institutions, des universités publiques, des universités privées, des institutions de recherche qui ont décidé donc de mettre en œuvre des programmes pour appuyer nos collègues dans le cadre de la formation continue, mais pour également travailler à augmenter la gamme des services offerts à nos utilisateurs. Mais nous avons voulu inscrire cet anniversaire en choisissant un thème particulier, bibliothèque et accès démocratique au savoir. Nous sommes des institutions documentaires au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Si vous voyez au niveau du Sénégal, c'est les plus importantes structures documentaires dans le pays, où accèdent de manière générale la communauté universitaire, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs et les étudiants. Mais nous avons dit que nous avons un rôle de leadership à jouer en faisant en sorte que l'information, l'accès à l'information qui est un droit puisse être donc une chose dont vont bénéficier les autres couches de la population. L'Agence de régulation des marchés publics a initié les jeudis du master, objectif regrouper économistes, juristes et administrateurs sur les questions économiques. Exactement, Papi. C'est pour ce numéro du mois de novembre. Le code de déontologie était au cœur des débats. Compte rendu de cette rencontre avec Cher Tidiane John Modoudiop. Jeudi du Master, une tribune qui traite les sujets de l'actualité économique du moment. Ce deuxième numéro consacré essentiellement aux valeurs cardinales. Juristes, économistes et administrateurs ont suivi avec un grand intérêt ce cours magistral. Ces rencontres trimestrielles nous donnent également l'occasion d'inviter des spécialistes avec les auditeurs de notre Master pour les entretenir de sujets assez complexes qui sont discutés au niveau des salles de cours. Mais il convient également d'élargir la discussion, ne pas simplement rester entre auditeurs et professeurs, mais aller voir également d'autres spécialistes. Ce sont des vertus qui nous semblent essentielles pour tout agent public, parce que la fonction première de l'agent public, c'est de rendre le service de façon efficace, diligente, dans les conditions les meilleures vis-à-vis du citoyen. Et cela, pour que cela se fasse, il faut être imbu de ces principes de transparence, d'équité, que l'on retrouve dans la déontologie de l'administration. Une rencontre tripartite placée sous le thème de médiateur de la République entre régulation et justice, un socle de droit démocratique. En ce qui nous concerne au niveau de la médiature, nous avons cela d'essentiel que nous avons cet instrument qui s'appelle l'autosaisine et qui nous fait pouvoir la mettre en branle sans recevoir d'instruction de qui que ce soit. Mais nous avons également cela en partage avec l'autorité de régulation des marchés, de veiller sur le bon fonctionnement des services de l'État, du respect des règles de bonne gouvernance, des principes de modernisation de l'État. Jeudi du Master, une rencontre trimestrielle qui se veut un mécanisme de transparence dans les marchés publics pour les différents acteurs. Ce panel a permis de réfléchir sur les perspectives comme le recrutement des juges à profil économiste. Cher Tidiane John, merci. Une nouvelle maternité pédiatrie pour la commune de Ouakam, un projet d'un coût de 200 millions de francs CFA, une initiative des éléments français basés au Sénégal. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence de la première dame Mariam Faye Sall. La maternité pédiatrie portera le nom de Annette Mbaye d'Erneville. La fin des travaux est prévue au premier semestre de 2016. Compte rendu du Saplera Martia. Après
Après la réfection du poste de santé de Ouakam, les éléments français au Sénégal posent un autre acte. L'armée française va construire une maternité pédiatrie dans la même structure sanitaire. Un projet de 200 millions débuté il y a 18 mois, une première pour l'armée française dans le monde. La rapidité avec laquelle le projet a été lancé et pensé et conçu et qu'il est aujourd'hui inauguré, je crois que la rapidité avec laquelle il va être réalisé est encore plus étonnante, puisque le général Facon me disait que l'objectif est que la maternité soit finie d'ici le premier semestre de l'année prochaine. Et je crois que les populations de Ouakam qui attendaient la réalisation de cette maternité verront leurs attentes pleinement satisfaites dans les meilleurs délais et de contribuer ainsi à la politique de santé dont la protection périnatale est, je le sais, une des priorités absolues. Au-delà de la coopération militaire, un autre jalon vient ainsi d'être posé. Au Sénégal, la réduction de la mortalité infantile reste une priorité de santé publique malgré les efforts de l'État. Avec l'érection de cette maternité pédiatrie, l'espoir de réduire drastiquement la mort en donnant la vie est permis. Poser le premier acte de la réalisation d'une infrastructure de santé, c'est incontestablement le genre d'événement qu'on aurait souhaité célébrer tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, dans un pays au moins limité comme le nôtre et où la couverture sanitaire, malgré les efforts immenses consentis par les autorités publiques, demeure bien en deçà des attentes et des espoirs. Le plaisir ressenti devant l'événement s'en trouve fortement renforcé lorsque l'ouvrage à réaliser est orienté vers la santé de la mère et de l'enfant, domaine où sévit durement la cruelle et paradoxale réalité du perdre la vie en donnant la vie. Aussi, cette cérémonie fait naître en nous l'espoir de voir moins de femmes succomber à un accouchement non assisté convenablement au terme d'une grossesse qui n'a pas été suivie de manière adéquate. Mais l'espoir porte aussi sur l'origine de l'initiative. La pose de la première pierre de l'édifice s'est faite devant les éléments français au Sénégal, initiateurs du projet. Une cérémonie présidée par la première dame Marième Faye Sall. La fin des travaux est prévue dans le premier semestre de l'année 2016. Direction Thiès, une dizaine de jeunes formés en technique de réparation de téléphones portables, une initiative de l'ANAMO, Agence nationale de la maison de l'outil. Objectif, lutter contre le chômage des jeunes. Ces derniers ont reçu leur attestation de formation à la promenade des Thiessois. C'est une correspondance signée Charante Diop, c'est la tire. Ces jeunes venus de tous les coins de la capitale du rail peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement. Ils s'activaient dans la réparation des portables sans formation pour venir en aide à ces jeunes. L'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil, a initié une session de formation en réparation de portables. Après plusieurs jours de formation au CRETEF de Thiès, ces jeunes ont enfin reçu leur attestation. Une manifestation qui s'est déroulée à la promenade des Thiessois, occasion saisie par le directeur général de l'ANAMO pour montrer son engagement à combattre le fléau du chômage des jeunes. Nous, Agence nationale de la maison de l'outil, ne serait-ce que sur le volet réparation téléphone portable, aider 10 000 jeunes à s'insérer. Et 10 000 jeunes à s'insérer équipés, ça donne le double, ça nous donne 20 000 jeunes. Notre objectif est 20 000 jeunes, mais c'est du réel, parce que les Émiratis ont accepté de nous accompagner, donc il ne s'agit plus que de dérouler le programme. Ce que nous voulons, c'est de poursuivre avec la direction de l'apprentissage pour que le diplôme de réparateur de téléphone portable puisse être certifié. Maud Malik Mbaye précise que toutes les couches de la population peuvent désormais accéder à la formation. Les récipiendaires sont repartis satisfaits. Chacun a reçu une valise de matériel pour la réparation de portables. À Dara Djolof maintenant, dans le département de Linguère, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé à l'inauguration
d'un forage de 500 000 m3 d'eau. Ce bijou emblématique de la commune va permettre d'augmenter le volume de stockage pour la sécurisation de l'alimentation en eau. Reportage Modoubaï. Ce château d'eau ayant une capacité de 500 m3 réalisé par le PEPAM et la SONES a pour objectif d'améliorer l'alimentation en eau potable pour les populations de la commune de Dara. Aujourd'hui, la SONES a réalisé à Dara ce forage équipé d'un château d'eau de 500 m3. Cette nouvelle figure emblématique de la commune, le château d'eau a permis d'augmenter la capacité de stockage pour sécuriser l'alimentation en eau potable de la commune. Grâce à cette infrastructure mise en service dans les délais, un espoir nouveau naît ici, au cœur du Ferlo. L'ouvrage mis en service va permettre l'extension du réseau hydraulique dans les quartiers périphériques d'une ville stratégique dans le Ferlo. En 2016 et au plus tard en décembre, nous allons procéder à l'extension du réseau pour alimenter les quartiers périphériques. Et environ 8000 mètres linéaires, c'est-à-dire 8 km d'extension, seront réalisés dans la commune de Dara et ses environs. Interpellé sur la relance des vallées fossiles, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement annonce la mise en œuvre d'un projet Ferlo pour le transfert d'eau à partir du lac de Guière jusqu'à la zone sylvopastorale. Et puis un mot en sport, football, tournoi IFOA. Le Sénégal bat la Guinée-Bissau sur le score de 5-0 et se qualifie en finale. Les Lions joueront contre les Gambiens qui, eux, se sont défaits des Libériens. Score 1 but par tous les matchs se sont joués à Saint-Louis, au stade de Mawade Wade. Voici le reportage consacré à cette manifestation signé Pape Faraning avec Morf Kharma. Un but à la 66e minute, à la 69e minute, un troisième sur une action d'école à la 73e et un quatrième à la 81e minute. Ibrahima Dramé a crucifié la Guinée-Bissau en une période, entré en cours de jeu à la place de Ibrahima Sori Keïta. Le sociétaire de Brac en Norvège n'a pas eu pitié de cette équipe guinéenne. L'équipe a joué sa vraie valeur en seconde période. Nous, on est dans une phase de préparation. On est en train de préparer le CHAN et comme je l'ai dit hier, le tournoi est une aubaine pour nous parce que ça nous permet un peu d'avoir des matchs de qualité dans nos jambes. Ça nous permet un peu de vérifier tout ce qu'on est en train de travailler parce qu'on est en stage depuis. Donc ces matchs sont importants pour nous pour juger un peu le travail qu'on est en train de faire. J'encourage aussi Guinée-Bissau qui a très bien joué, surtout en premier mi-temps. Donc, il nous a créé quelques difficultés, c'est pour cela à la mi-temps on a fait des réaménagements sur le plan tactique pour essayer d'avoir un peu plus de cran au milieu et avoir un peu plus de percussion devant. Et je pense que c'est ce qui a été très déterminant. Notre objectif c'était tout le temps de contrôler le jeu, de contrôler le ballon et ça devait nous permettre en contrôlant le jeu d'essayer de scorer quand on veut. En première période, malgré les assauts répétés par les coéquipiers de Ousseynou Thioune, le Sénégal a ouvert le score sur un centre de Momodou Ganoba. Sylvain Badji catapulte la balle au fond des filets et pourtant l'équipe avait des difficultés. C'était pas facile parce qu'on a joué une première mi-temps assez difficile parce qu'on n'a pas respecté les consignes du coach. Donc, et du coup on était pressé à les marquer et en plus on n'avait pas fait ce que le coach avait dit. Donc il nous avait donné quelques consignes à la première mi-temps. Donc, et je pense que c'est notre faute. Le coach bissau-guinéen estime que le Sénégal avait plus d'expérience que son équipe qui n'a pas bien préparé ce tournoi. Première fois, il disait qu'il va féliciter ses joueurs parce qu'ils ont pu contrarier le système du Sénégal. Alors, bonne continuation à nos Lions dans le cadre de ce tournoi. Nous en arrivons au dernier élément, le dossier du jour, qui a des relents musicaux. Musique, Papi, c'est le chanteur burkinabé Alif Naba, de son vrai nom Noura Mohamed Kaboré, est à Dakar pour présenter son nouveau single. Il est intitulé « Et maintenant », une chanson sur le réchauffement climatique. Le single a été présenté à l'occasion de la conférence sur le climat qui se tient actuellement à Dakar. Plus de détails avec Aïssatou Paifal, Ibrahim Ania. Et maintenant, un single.
Une clameur adressée à tout un peuple pour une réponse des plus urgentes face au danger du réchauffement climatique. Alif Naba, le prince aux pieds nus, artiste engagé, une fois de plus, lance un cri du cœur à travers une mélodie entraînante. La plus importante qui arrive, parce que dans les années à venir, ce n'est pas les guerres le problème. Les vrais problèmes vont être le problème du climat. Je pense que ça va être difficile à un moment donné de contenir 10 millions, voire 1 million, voire 3 millions de personnes sans abri s'il y a des inondations. Mais surtout que nous, les Africains, on pense que le climat ne nous concerne pas. On pense que c'est un problème qui concerne que les Européens. Parce qu'on ne lit pas les choses. Nous, en tant qu'Africains, notre pharmacie, c'est la terre. Passionné pour les causes sociales, l'artiste s'attend à plus d'engagement de la part de nos leaders africains. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ne font pas ce que forcément les populations veulent. Et ne réduisent pas à grande échelle ou bien ne règlent pas à grande échelle les espoirs des populations. Donc je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il va falloir que nos dirigeants africains sachent écouter leur peuple, surtout qu'ils comprennent les difficultés que rencontre leur peuple. Dans ce single, diverses sonorités se succèdent et se mélangent. Le compositeur va à la rencontre des rythmes. L'eau a fui nos marigots, chaque jour se meurent nos animaux. On va faire un tableau sur les problèmes qu'on rencontre qui sont liés éventuellement au climat. Et il est chanté en français, en moré, ma langue d'abord, en français et puis ensuite en anglais, pour que le message puisse qu'on l'entende. Noura Mohamed Kaboré, auteur, compositeur, interprète, offre sa voix à une lutte des plus nobles au moment où inondations et sécheresses sévissent dans le continent. Alif Naba en promotion à Dakar pour son single et maintenant artiste engagé pour les questions environnementales. Fatima, merci. Merci à vous, Papis. Merci également à notre très chers téléspectateurs et bon week-end à tous.